Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles sur TVC9 et TV Témis. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour réviser les plus récentes informations. En manchette de vos actualités, les citoyens de la région contribuent à retrouver au moins 3 jeunes portés disparus sur le grand territoire. La Sopfeu, qui est fort active en forêt, le mois dernier, le Centre intégré de santé des services sociaux croit qu'il faudra 1 an pour arriver à effacer les dommages de l'incendie de l'hôpital à Rouyn-Noranda. À être opéré dans une autre installation de la région. C'est 28 chirurgies urgentes qui ont été réalisées pendant la période jusqu'au dernier jour pour une chirurgie à l'extérieur de l'hôpital de Rouyn-Noranda. Et donc, depuis qu'on a cette salle temporaire-là, on a pu reprendre la majorité des accouchements parce qu'un accouchement peut se terminer par une césarienne et on veut que la césarienne se fasse dans un contexte tout à fait sécuritaire. Parlons de nature, le 4e raid international Témiscamingue s'est conclu dimanche dernier avec le banquet de clôture tenu à Lorrainville. On ne peut dévoiler encore ce qui s'en vient, mais il y aura une prochaine année, il y aura une édition. Ce sera une édition différente. Pourquoi, comment, je ne peux le dire, mais surveillez nos annonces. Et un comité de citoyens de loisirs voit le jour à Ville-Marie. Dans la majorité du bulletin, le Centre intégré de santé des services sociaux croit qu'il faudra 1 an pour arriver à effacer les dommages de l'incendie de l'hôpital à Rouyn-Noranda. Heureusement, les travailleurs de la santé rattachés à notre Témiscamingue contribuent en relève aux soins et services nécessaires. Tout d'abord, puis on l'a toujours dit, et c'est clair qu'il y a des impacts qui sont clairement à la fois, oui, visibles, là, mais moins visibles, à la fois pour les équipes médicales, les équipes qui travaillent au sein de l'hôpital de Rouyn-Noranda, mais également les équipes et les installations d'autres villes, donc dans les autres villes de notre région, qui actuellement ont dû modifier leur offre de services pour accueillir différents patients, mais également s'assurer de répondre aux besoins de l'ensemble de notre population ici en région. Ces chiffres-là sont souvent demandés sur l'impact direct sur notre population ici à Rouyn-Noranda. Donc, les personnes pour des chirurgies urgentes qui sont des résidents de Rouyn-Noranda ou des environs et qui ont dû être opérés dans une autre installation de la région, c'est 28 chirurgies urgentes qui ont été réalisées pendant la période jusqu'au dernier jour pour une chirurgie à l'extérieur de l'hôpital de Rouyn-Noranda. C'est 57 personnes qui ont dû être transférées pour des hospitalisations, donc que ce soit des jeunes ou des adultes, c'est 57 personnes, et c'est 18 accouchements. Donc 18 personnes qui ont dû accoucher par voie naturelle ou césarienne à l'extérieur également de la ville de Rouyn-Noranda. Certaines autres personnes aussi ont dû se déplacer de façon autonome pour recevoir certains services dans d'autres hôpitaux de la région, et là, le nombre peut être variable selon les services reçus. On a toujours mentionné que ce qui était urgent et pour urgence vitale était maintenu à l'hôpital de Rouyn-Noranda, et ce, dès la réintégration dans l'hôpital de Rouyn-Noranda le 15 juillet. Et donc, pour les chirurgies pour urgence vitale ou intervention vitale au niveau du bloc opératoire qui ont été réalisées, c'est 18 personnes qui en ont bénéficié. Puis, au niveau des accouchements qui aussi nécessitaient une situation urgente et donc qui ont été faits à Rouyn-Noranda, ça, c'est 7 personnes qui en ont bénéficié, donc 7 mamans. La collaboration avec Santé Québec, avec le ministère, a fait aussi objet de différents commentaires ou différentes questions. Puis je peux vous confirmer que depuis le moment de l'incendie, donc dans les heures même qui ont suivi, les communications ont été quotidiennes avec le siège social de Santé Québec pour les mettre au courant de la situation, puis la collaboration pour s'assurer que les délais soient les plus courts possibles pour rétablir les services, puis la volonté ferme de tous de rétablir les services avec l'offre de services telle qu'elle était avant l'incendie, c'est très clair. Donc, tout le monde travaille à pouvoir rétablir les services le plus rapidement possible. Puis, évidemment, je ne peux terminer sans reconnaître tout le travail qui est fait au niveau des équipes depuis le début. Puis là, c'est l'ensemble des équipes techniques en soutien, l'ensemble des équipes cliniques, les médecins, les équipes qui ont contribué dès le début puis qui continuent à contribuer à tout ce qu'on fait pour offrir les services, pour rétablir les services, puis dans des conditions qui ne sont pas optimales, mais qui permettent de répondre aux besoins de la population.
On a beaucoup de partenaires également qui se mobilisent et qui nous offrent du soutien dans la situation et c'est vraiment très apprécié. Donc, je vais terminer en disant simplement merci, puis on apprécie grandement tout le soutien puis toute la collaboration, contribution qui est faite. De façon conséquente, avec ce que Mme Roy a dit, depuis le 15 juillet, l'accessibilité aux services urgents et semi-urgents a été maintenue, et ce de façon sécuritaire. Donc, l'ensemble des services, je vous dirais, ambulatoires, là, oui, il y a eu beaucoup d'annulations le 15 juillet, mais dès le 16 juillet, on est à un retour presque à la normale, et la semaine suivante, on est à un retour à la normale. Donc, les quelques annulations de la semaine du 14 juillet ont été rapidement reprises. Au niveau hospitalisation, soins intensifs, Mme Roy fait état des chiffres, donc il n'y a jamais eu de compromission de service. Donc tout le monde a reçu les services, puis évidemment l'urgence a toujours maintenu ses portes ouvertes depuis la matinée du 15 juillet. Au niveau de la chirurgie et de la salle d'accouchement, on avait un enjeu particulier parce que effectivement le bloc opératoire se doit d'être ultra net, totalement stérile. Et donc, M. Boursac parlera des travaux qui ont dû être faits. Et donc, les chirurgies qui pouvaient raisonnablement bénéficier d'un transfert dans un autre hôpital de la région ont été transférées. Mais évidemment, les chirurgies urgentes où le temps de transport aurait été délétère à la population ont été faites ici, dans un environnement relativement correct, c'est-à-dire que tout avait été nettoyé. Maintenant, on a même une salle d'op temporaire qui est carrément conforme, décontaminée, à l'exception de certaines modalités. Et donc, depuis qu'on a cette salle temporaire-là, on a pu reprendre la majorité des accouchements, parce qu'un accouchement peut se terminer par une césarienne, et on veut que la césarienne se fasse dans un contexte tout à fait sécuritaire. Le service de néonatologie pour nos 32 semaines et plus, on est à 4 berceaux sur 8 actuellement. Mais pour le moment, ça répond à notre besoin clinique, là, fait que on est correct ainsi. On a aussi qui a été relocalisé nos cliniques externes de médecine interne et de neurologie et la réadaptation cardiaque. Comprenez que c'est pas une offre de soins idéale, mais c'est tout de même accessible, même si c'est bien différent. Puis d'ailleurs, on remercie la population là, de sa grande compréhension là, parce qu'il doit se rendre dans des endroits différents là, de ce qu'il connaissait auparavant. Et je vais laisser mon collègue Éric parler davantage. Bonjour tout le monde. Oui, je vais vous faire l'état de situation des différents travaux qui ont été faits, ceux en cours et ceux à venir. Au niveau des travaux qui ont été faits, là, dans l'ensemble de l'hôpital, du premier étage jusqu'au 6e étage, il y a eu un travail colossal de nettoyage de l'environnement physique et des différents systèmes, ce qui nous a permis de réintégrer rapidement le 6e et le 5e étage. Il y a aussi les travaux de démolition du 2e nord, où il y a eu l'incendie. Les travaux de démolition sont complétés à 100%. Il y a les travaux en cours, c'est ceux au 4e étage de la relocalisation des soins intensifs et de la médecine-chirurgie qui devraient se compléter dans la semaine du 15 septembre environ. Il y a aussi les travaux du bloc opératoire et de la stérilisation et du nettoyage des soins intensifs. Les anciens soins intensifs, si je peux appeler ça comme ça, là, qui devraient se compléter dans la semaine du 8 septembre. Donc, étant donné aussi là, que l'étage du dessus et du dessous avait été gravement touché là, suite à l'incendie, les travaux à venir vont être la démolition du 3e nord et peut-être le 2 sud. On est en train de faire des ouvertures présentement là, pour savoir l'étendue des dommages au niveau du 2 sud. Donc, ça compléterait les travaux en cours. Les travaux à venir, vous savez que on doit, selon la chronologie des choses à faire, on doit aller en appel d'offres pour les professionnels, ce qui va nous amener à la mi-septembre pour l'appel d'offres des professionnels. Donc, suite à ça, on va faire des plans et devis pour ensuite procéder aux différents travaux. Les résidents de la ville qui sont heureux qu'on s'y attarde, la SQ relève une problématique dans le secteur de Notre-Dame-du-Nord
des vols et introductions par effraction, Notre-Dame-du-Nord est bel et bien ciblée. Au cours des derniers mois, les policiers ont constaté une augmentation des introductions par effraction et des vols dans les résidences et même les cabanons. Les policiers de la SQ qui travaillent en étroite collaboration avec les policiers du service de police de Témiscamingue First Nation dans le but d'enquêter en souhaitant procéder à l'arrestation d'individus suspectés d'y être impliqués. D'ailleurs, vers 6h30 le 28 août dernier, il y a un peu plus d'une semaine, grâce à un appel d'un citoyen, les policiers de la Sûreté du Québec ont pu arrêter un homme de 41 ans, individu qui a été pris en flagrant délit en train de commettre une intro par effraction dans une résidence de la rue des Roulottes à Notre-Dame-du-Nord. Des accusations d'intro par effraction, de possession de substances illicites ainsi commission de se conformer à une ordonnance pourrait être portée contre lui. Et de nombreuses disparitions, notamment une jeune femme de 14 ans à Kipawa, la Sûreté du Québec, la famille et les amis ont été sollicités afin de retrouver au moins 3 ados portés disparus dans la grande région alors que le mois de septembre s'entamait. La jeune femme a été portée disparue le 31 août, puis 2 jeunes hommes sont aussi partis quelques jours sans laisser de traces, inquiétant les parents et amis. Heureusement, l'attention des hommes et femmes d'ici, actifs sur le service d'urgence 911, a ramené ces jeunes à leur lieu d'hébergement. Parlons incendie, davantage de feux réglé par la Sauve-Feu le mois dernier, en août, un mois d'août sec qui a entraîné une augmentation dans la saison des feux de forêt au Québec comme au Témis. La saison des incendies qui s'était révélée particulièrement tranquille dans la province, ça s'est inversé au cours du dernier mois avec un nombre de feux plus de 2 fois supérieur à la moyenne. En août, la Sauve-Feu qui a enregistré 121 incendies ayant touché près de 60 hectares de forêt en zone de protection intensive, alors que la moyenne des 10 dernières années s'élève à 50 feux pour près de 54 hectares brûlés durant la même période. 38% de ces incendies ont été causés par la foudre, alors que 28% des autres l'ont été par des feux de camp mal éteints. Et ces temps-ci, à surveiller, une moyenne de 10 feux de forêt sont causés par les véhicules tout-terrain. On vous incite à être fort prudent. La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain, qui annonce la mise en place de la nouvelle mesure Jeunes en mouvement vers l'emploi. Elle souhaite faciliter l'intégration et le maintien en emploi de jeunes de 16 à 30 ans qui font face à des obstacles qui freinent leur intégration au marché du travail, mesure qui s'inscrit dans le cadre de l'entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec liés au programme de la stratégie emploi et compétences jeunesse 2025-2030. Par cette entente, le Québec qui recevra un financement sur 5 ans 18 millions de dollars en 2025-2026 pour concevoir et mettre en œuvre des mesures et services d'emploi axés sur les besoins des jeunes du Québec. La mesure qui sera déployée en partenariat avec des organismes dans toutes les régions, elle permettra aux jeunes de bénéficier d'activités d'intervention personnalisées conçues spécifiquement pour répondre à leurs besoins. Dans un premier temps, les initiatives viseront à développer des compétences pour préparer leur arrivée sur le marché du travail. Par la suite, une expérience de travail en entreprise combinée à un accompagnement socio-professionnel sera offerte. Celles et ceux qui y prendront part recevront une allocation d'aide à l'emploi lors de la première phase de la mesure et une rémunération de l'employeur au cours de la seconde phase. Attention les usagers des routes 101 et 382 au Témiscamingue, la direction régionale du ministère des Transports est à l'œuvre d'ici le 15 octobre
à Ville-Marie, des travaux localisés sur la route 101 entre le chemin de la Côte-du-Bois à Duhamel-Ouest et la route 382 à Ville-Marie. Le chantier consiste à la reconstruction de ponceaux et de l'asphaltage, il va sans dire. La circulation se fait en alternance en tout temps avec des signaleurs entre 7 h le matin et 17 h et avec véhicules d'escorte. Les entraves qui doivent durer au-delà d'une quarantaine de jours pourraient être modifiées, annulées en raison des contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. On vous invite à consulter l'application Québec 511 pour en faire le suivi. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place demeure toujours essentiel. Parlons de nature, le 4e raid international Témiscamingue s'est conclu dimanche dernier avec le banquet de clôture tenu à Lorrainville, Témis-TV, comme ce fut le cas était du défi tout au long du week-end. Voici notre captation et la participation des partenaires, participants et organisateurs. Nadia, lancement de la 4e édition du RAID. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être encore à cette 4e édition? Le RAID grandit. Ben oui, le RAID grandit, c'est un événement exceptionnel. Tu sais, on s'est donné comme pôle aventure nature au Témiscamingue dans le plan stratégique. Il est arrivé le Parc national au Pénican, il est arrivé le RAID international du Témiscamingue. C'est des événements, puis c'est un attrait touristique qui permet de faire connaître ce pôle-là. Fait que, tu sais, on est capable de positionner à l'international le terrain de jeu qu'est le Témiscamingue en aventure nature, fait que c'est une très grande fierté. C'est formidable de voir comment cet événement-là est parti d'un rêve au départ qu'on a réussi à concrétiser au Témiscamingue. Puis souvent, le Témiscamingue, c'est aussi ça. C'est une terre d'opportunités. C'est un endroit où tout est à faire encore aujourd'hui. On est une jeune région et le RAID est un bel exemple de ça. On a débuté avec une version COVID en 2021, une version plus limitée qui ne pouvait pas être internationale à cause des restrictions de l'époque. Ensuite, en 2023, on a eu une magnifique édition où on faisait le tour à partir du secteur est témiscamien, Moffett, la Tulipe. On a fait dans ces secteurs-là, ensuite Anglier, Saint-Eugène-de-Guigue un peu. L'an dernier avec le secteur nord, où là, les conditions nous ont un peu chamboulé. Ça nous a beaucoup challengé, disons. Et là, cette année, je pense qu'on espère une très belle édition. La météo semble être de notre côté. Ce sera pas trop chaud, pas trop froid. Donc, ça devrait aller. Mais c'est plaisant de voir l'événement progresser d'année en année comme on le voit depuis maintenant. Il y a deux ingrédients majeurs. Le premier, évidemment, ça prend le territoire. Parce qu'il faut faire découvrir un territoire exceptionnel où les gens qui viennent ici veulent découvrir. Mais deuxièmement, évidemment, dans le monde, il y a des beaux territoires. Il n'y a pas juste seulement ici, même si on est un peu chauvin, mais c'est l'accueil des gens aussi. Puis au Témiscamingue, on a ça. C'est un accueil chaleureux pour les coureurs. Ça fait une grande différence. Les gens participent. On l'a vu à la cérémonie aujourd'hui. Tout au long de la fin de semaine, il y a des points publics où les gens peuvent participer. Donc, c'est vraiment l'ensemble qui fait le petit plus là, pour le RAID Témiscamingue. C'est important du gouvernement d'être présent quand il y a des organisations de ces envergures-là, que ce soit dans le tourisme, dans le sport, aux affaires municipales et autres. Puis ici, on touche le territoire, puis on touche le tourisme, puis l'activité sportive. Donc, le gouvernement, dans ses valeurs, doit être là pour vraiment appuyer autant que possible financièrement, mais aussi dans la logistique, toutes ces organisations-là. C'est le rôle majeur du gouvernement de dynamiser les milieux puis supporter tous les gens qui ont des projets d'innovation comme on assiste ici avec le RAID. Alors, c'est important. C'est le développement de la collectivité, c'est le rayonnement de la région. Puis dans le cas qui me concerne, moi ici, le Témiscamingue, on dit tout le temps, c'est un joyau caché que les gens ne connaissent pas. Alors, le RAID est une vitrine vraiment incroyable pour faire connaître le Témiscamingue. Le Témiscamingue est plus connu, mais c'est d'abord au niveau du Québec et du Canada qu'on veut que le Témiscamingue soit plus connu, mieux connu et reconnu. Alors, dans ce contexte-là,
la contribution du RAID Témiscamingue International, c'est incroyable. Ça ouvre toutes les possibilités pour le territoire. Équipe 11! Ouais. Marquez vos bicycles. Fait que là, j'ai besoin d'une de vous deux qui signe. Marquez vos bicycles là. Dans quelques minutes, on va certainement accueillir les premiers arrivés. Nous sommes à Lauraville et vous nous suivez sur TV Témis. Distance qui sépare nos deux équipes. Phénoménal. Mesdames et messieurs, l'éclat de l'air! Une équipe témiscamingue, championne du RAID international Témiscamingue. Une première dans l'histoire du RAID. Bravo! On n'oublie pas les boucles dans le pied. Ils ont livré une chaude bataille, une grande lutte tout au long du RAID. Les boucles de notre cœur, les applaudissements bien fort, s'il vous plaît. Je dirais réussite sur toute la ligne. Défi pour tous, parce qu'il y a des défis techniques, des défis logistiques et bien sûr le défi aventure nature pour les participants. C'est sûr que la météo nous avait volé la vedette l'an dernier. Donc là, cette année, on dirait qu'on a pu démontrer notre efficacité autrement parce qu'on n'avait pas à gérer les problèmes de météo. Donc, tout a bien roulé. Les choses se sont bien déroulées. L'Association générale étudiante de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'AGE4, qui a tenu jeudi dernier un dîner de remerciement pour ses principaux bailleurs de fonds pour le projet Cyclo-AGE4. Une vingtaine de personnes étaient là. L'AGE4 qui est fière d'annoncer la réussite de son projet, une initiative qui a contribué concrètement dans plusieurs centres et campus de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. L'UQAT à la réduction des émissions de CO2 dans nos villes, Rouyn-Noranda, Mont-Laurier, Amos, Lassar, Notre-Dame-du-Nord. Grâce à la démarche, on encourage des habitudes de transport durable et on participe activement à construire un environnement plus sain pour la communauté étudiante par le prêt de vélos aux étudiants. Comme l'a mentionné Yanis Méziani, qui est président de la GE4, ensemble, on fait de l'UQAT un milieu de vie encore plus dynamique, inclusif et inspirant. La ville de Ville-Marie lance la création d'un comité citoyen de loisirs pour imaginer, organiser, faire vivre des activités pour toute la population, pas seulement de Ville-Marie, mais des villages environnants. Si vous avez des idées, de l'énergie, si vous aimez organiser des activités et souhaitez contribuer à la vie active de la communauté, on vous invite à remplir un formulaire de mise en candidature. Le comité sera composé de citoyens engagés, passionnés, motivés à faire rayonner la population de Ville-Marie et des villes autour. Date limite pour l'inscription, 18 septembre, jeudi prochain. Les élus vous disent « Ensemble, faisons de Ville-Marie un lieu encore plus vivant ». On vous invite à vous initier à la survie, à vivre une expérience unique en formation d'initiation à la survie. Ça se passe au Centre Frères Moffett, à comprendre les principes de survie et la physiologie humaine, créer un feu, construire un abri avec les éléments de la forêt, gérer les priorités et les dangers spécifiques au Québec, prendre les bonnes décisions en situation d'urgence. L'enseignement survie coûte 105 $ mis à part les taxes. C'est pour les 16 ans et plus parce que la nature est imprévisible, la formation qui est indispensable à quiconque s'aventure en nature. En culture, le FAT présente une 4e édition au culturel. La voici, la voilà, la programmation de la 4e édition du FAT, le Festival des arts du Témiscamingue. Cette année, comme à notre habitude, on propose une programmation artistique diversifiée et riche en talents. Grande nouveauté, la montgolfière à Moffett, c'est à surveiller pour 20 $. Vous pourrez vous envoler dans le ciel et admirer le décor enchanteur du village à quelques pieds dans les airs assez haut.
On vous attend donc les samedis, dimanches 12 et 13 septembre pour un week-end magique. C'est avec cette belle autre invitation des Moffettois à laquelle Israël va certainement vouloir participer. Il a hâte, m'a-t-on dit. On termine là-dessus ce bulletin, mais avant, allons voir les motocyclettes qui se sont fait entendre à Fabre avec des compétitions. Yes, sir! Alors, Laurent Beauvais, le 222 prend la tête dès le départ. Oh oui! Alors, vous êtes Laurent... C'est complet après ça pour notre information. Merci d'avoir été là. On vous retrouve pour un prochain bulletin vendredi.